Alors moi, je vais vous présenter une étude concernant les entrepreneurs porteurs de trisomie. Donc je m'appelle Jérémy, je travaille à l'ISC Paris, campus de Paris, et aussi un peu de temps en temps sur le campus d'Orléans à côté. Et donc dans le cadre de mes activités, donc je suis spécialisé dans l'entrepreneuriat et je me développe sur une spécialisation au sein de l'entrepreneuriat qui est plutôt la partie handicap. Donc dans cette approche-là, l'idée un petit peu en ce moment, c'est de pouvoir approfondir une étude qui est assez peu explorée, qui est l'entrepreneuriat chez les personnes porteuses de trisomie. Pour ça, quelques éléments chiffrés déjà pour mettre un petit peu en contexte. Une naissance sur 1000 concerne un bébé donc porteur de trisomie. Vous avez les chiffres plus précis 2,9 en Angleterre, la France est plutôt à 0,7, un petit peu en dessous de la moyenne. L'Italie, on est à 0,2. 8 millions de personnes dans le monde sont concernées. Et donc je mets deux chiffres en parallèle. La France, 50 000 personnes sont concernées, et les États-Unis, 300 000 personnes sont concernées. Justement, on va s'intéresser sur le cas des États-Unis. La trisomie donc est une déficience intellectuelle d'origine génétique, plusieurs types de trisomie, la plus connue étant la 21, mais il y en a d'autres qui représentent un tout petit pourcentage, mais ils existent quand même. Des complications souvent associées donc à la trisomie, notamment de l'hypotonie, des problèmes bien sûr intellectuels, même s'il y a un certain nombre de progrès qui sont mis en place. Les personnes concernées ont souvent des difficultés pour s'insérer sur le monde du travail, avec effectivement parfois des opportunités un petit peu limitées, uniquement aux ESAT, on vient d'en parler, ou aux entreprises adaptées par exemple. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin justement sur les possibilités d'insertion professionnelle à travers l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Donc pour ça, alors déjà un petit peu de revue de littérature sur le sujet, c'est vite réglé parce qu'il y en a pas, donc on fait vite le tour. Donc pour ça, en fait, on va remonter en fait d'un niveau plutôt sur les entrepreneurs porteurs de handicap, et puis ensuite on va aller un peu plus loin sur les études portant sur les entrepreneurs en situation de handicap intellectuel. Il y en a plusieurs, en revanche, là-dessus. Bon, sur les entrepreneurs porteurs de handicap, alors je prends vraiment les données assez récentes là-dessus. À la BISCI, au CDE plus exactement, on présente l'entrepreneuriat comme une solution possible d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de problématiques rencontrées pour ces entrepreneurs-là, mais qui ne sont pas forcément spécifiques en fait du fait du handicap ou pas. Ces problématiques rencontrées par n'importe quel entrepreneur, mais du fait en fait du handicap, souvent les problématiques rencontrées prennent plus d'importance, plus d'ampleur, sont souvent plus compliquées. Donc ça, c'est pour ça que je prends justement les études assez récentes sur le sujet, parce que si on remonte un peu plus dans le temps, on n'a pas forcément les mêmes données, dans le sens où le handicap dans le champ de l'entrepreneuriat est assez peu abordé déjà d'une part, mais depuis quelques années assez récentes, on commence à voir en fait le champ se développer, et surtout sous la forme de typologie de handicap ou de grandes familles de handicap, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Donc, ce qui fait que ça permet d'affiner un petit peu le sujet, et notamment sur le champ de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, on approfondit un peu plus sur la partie handicap intellectuel. En termes de chiffres, des entrepreneurs porteurs de trisomie, il y a peu de chiffres en fait qui existent sur le sujet. En revanche, il y a une étude qui est très intéressante qui a été publiée il y a quelques temps, 2015, une des rares études là-dessus, et qui évoque le chiffre de 3% d'entrepreneurs porteurs de trisomie. Le panel est de 511 personnes, donc uniquement aux USA, en revanche. Donc ça donne quand même un petit élément chiffré. Et en termes d'insertion, c'est plutôt quand même des micro-entreprises qui vont concerner les personnes concernées par le handicap intellectuel, pas forcément trisomie, mais handicap intellectuel. Ça va plutôt être des micro-entreprises, ce que nous disent les études. Et il y a un certain nombre de difficultés qui sont peut-être plus spécifiques pour le coup,
pour elles, puisque question de légitimité lorsqu'on arrive en fait en tant qu'entrepreneur à devoir gérer une entreprise avec ce handicap. Et puis un besoin très important, probablement plus important que le reste de la population, pour les handicaps intellectuels qui veulent entreprendre, de ressources, que ça soit familial, que ça soit de soutien formel ou informel, pour réussir en fait à développer, à gérer, à effectuer toutes les tâches administratives, par exemple, la comptabilité, tout ça, auprès de cette population-là, donc avec Simon Darcy, voilà, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, chercheurs australiens. Et le rôle des parents semble également crucial dans cette démarche-là. Donc une étude là assez récente avec Jacob et Bells. Donc on va aller un petit peu plus loin justement dans cette dynamique, mais plutôt justement on va essayer d'interroger justement des entrepreneurs porteurs de trisomie. Donc pour ça en fait on a été aux États-Unis, on a été aux États-Unis, on les a interrogés, ils ont tous sont tous venus en tout cas via le jeu des réseaux, et notamment la National Down Syndrome Society, qui est globalement l'équivalent de Trisomie 21 France, mais version américaine. Il se trouve en fait qu'aux États-Unis, la NDSS propose en fait des formations à l'entrepreneuriat pour les personnes porteuses de trisomie. Ça fait partie de leur panel en fait d'offres de formation pour faciliter l'insertion professionnelle. Et notamment, il y a la National Down Syndrome Society et la version en Floride sont assez dynamiques justement sur cette approche-là, donc plutôt New York et Floride. Donc le panel initial en fait des personnes contactées donc fut de 20 personnes. Il y en a seulement 7 sur lesquelles on a pu véritablement engager une conversation et des conversations. Donc pour ça, on a choisi d'utiliser plutôt la méthode des entretiens dits ADIC. L'idée en fait étant de pouvoir interroger en fait la personne, l'entrepreneur porteur de trisomie, mais également la personne support qu'il ou elle a identifié, en tout cas que nous avons pu identifier derrière. Et souvent la personne support, c'est justement la maman ou le papa. Et donc ensuite, il y a un entretien de suivi derrière, quelques semaines, mois plus tard, de façon à s'assurer déjà que tout soit bien passé d'un point de vue méthodologique, et puis pour avoir aussi un retour a posteriori des différents échanges. Donc on a procédé donc à un codage inductif manuel qui va suivre en fait la théorie de Gartner. Gartner approche le processus, en tout cas la démarche entrepreneuriale, recommande que on aborde la démarche entrepreneuriale en fait en abordant 4 aspects, pas forcément uniquement l'individu, pas forcément uniquement l'organisation, l'entreprise, mais également l'environnement et le processus. Donc le codage a été réalisé en fait sous cette forme-là, de façon à coller aussi avec la question de recherche qui est présente. Quelles sont les spécificités de la création d'entreprise chez les personnes porteuses de trisomie. Et donc la finalité, donc pas d'avoir un nombre optimal d'entretiens, vous avez compris que la population est assez restreinte, mais d'essayer de comprendre en fait les rôles en fait des personnes interrogées en fait dans l'organisation, de façon à comprendre en fait les différentes spécificités justement pour entreprendre dans ces situations-là. Les résultats donnent cela, donc je vais les représenter sous Gartner, avec donc l'individu en tant que tel. Donc les entrepreneurs interrogés sont tous scolarisés, au moins jusqu'au lycée, parfois jusqu'à l'université. Certains effectivement ont poursuivi en fait leurs études jusqu'à l'université, et en tout cas tous à minima jusqu'à high school. Et toutes les personnes interrogées avaient moins de 21 ans lors de la création d'entreprise. Donc c'est tout de suite en fait ce qui nous a choqué entre guillemets, enfin sur lequel on a remarqué en fait, même sur le panel, enfin en tout cas des personnes qu'on a souhaité interroger, les 20 au départ, très grosse majorité avaient moins de 21 ans, en tout cas sur les 7 interrogés avaient
clairement moins de 21 ans au démarrage de l'entreprise. Et l'expression 21-year-old cliff est on va dire, couramment utilisée aux États-Unis pour marquer en fait la fin de la scolarité, en tout cas des aides dédiées pour les PSH dans le cursus scolaire. Et à partir en fait de 21 ans, eh bien tout ça explose. En fait, les aides en fait sont supprimées, et ce qui fait qu'ils sont un peu poussés en fait vers le marché du travail. Et le fait d'être poussé vers le marché du travail, ben ça revient à la théorie push and pull. Je vais en parler juste après, et qui permet de se dire, mais en fait, ils n'ont pas quelque part pas eu trop le choix en fait d'entreprendre parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. C'est un peu le premier sentiment que l'on a eu. Et puis ensuite, on va affiner ce résultat-là. En termes de processus, ensuite, les entrepreneurs exercent. Donc déjà, ils démarrent l'activité à leur demande. Faut être très clair. C'est pas poussé par un parent ou quoi que ce soit. C'est vraiment eux qui souhaitent entreprendre. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent. Et ils exercent à chaque fois dans des activités qui leur permet en fait de pouvoir s'exprimer à travers le produit. On est à chaque fois sur du produit, on n'est pas sur du service, et qui permet de s'exprimer à travers du produit, à travers la vente de chaussettes par exemple, sur lesquelles ils vont pouvoir dessiner, à travers la cuisine, sur lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer aussi à travers la cuisine. Et toutes ces activités-là comprennent aussi une partie de tâches un peu répétitives, cuisiner, dessiner, faire du packaging, envoyer des colis, et pour lequel l'entrepreneur va souvent en fait être assigné. Donc, ce qui pose la question ensuite derrière de toutes les autres tâches annexes en fait d'un gestionnaire d'entreprise, que ça soit de la comptabilité, que ça soit la relation avec la banque, tous ces éléments-là, bien on remarque que ils sont impliqués dans ce processus-là et dans ces tâches-là. Toutefois, la personne support, pour le coup, elle est vraiment cruciale dans la gestion de l'entreprise au quotidien, lorsqu'il s'agit de faire des fiches de paye, le cas échéant lorsqu'ils ont des salariés, lorsqu'il s'agit de pouvoir faire des relations avec le banquier, lorsqu'il s'agit tout simplement de faire la comptabilité. Effectivement, la personne support, et puis les personnes qui les soutiennent, parce qu'il n'y a pas qu'une personne support, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a une personne support principale, mais il y a plusieurs personnes qui vont intervenir dans l'organisation de l'entreprise. Il y a toujours une grosse communauté derrière. Voilà, c'est ce que je viens de dire, et souvent interviennent d'ailleurs bénévolement dans l'activité. Donc en termes d'organisation, donc l'entrepreneur et surtout sur des questions aussi sur des tâches aussi de communication vis-à-vis de l'extérieur, et surtout sur des tâches de relations, on va dire relations presse, relations interviewées. Ces personnes-là sont souvent très sollicitées, et donc à chaque fois, on va retrouver en fait cette quête de légitimité qu'on a revue justement dans la revue littérature, et qui permet pour elles, eh bien, de prouver de leur légitimité justement sur leur poste, avec beaucoup de prises de parole, que ce soit face au Congrès américain, que ce soit lorsque ils vont pouvoir embaucher. Alors tous n'embauchent pas. Je vous ai donné les répartitions tout à l'heure. L'essentiel exerce en self-employed, donc en auto-entrepreneur, et il y en a qu'une toute petite partie d'eux qui exercent en LLC, donc SRL, donc qui ont des embauches derrière. Mais dans ces cas-là, effectivement, mais dans ces cas-là, effectivement, ils vont être au contact avec le personnel, et systématiquement, c'est ce qui revient très souvent, leur volonté de prouver, de montrer leur légitimité justement sur ce poste-là. Discussion et limite, je ne vais pas dépasser le temps. En termes de théorie, d'ancrage dans la théorie notamment push and pull, l'idée c'est de pouvoir affiner ça et de dire que pour faire court, la théorie push and pull, l'idée en fait c'est de dire il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui exercent par opportunité, puis d'autres qui exercent par nécessité. Ceux qui exercent par nécessité, souvent, eh bien, vont avoir des résultats qui vont être assez médiocres, et l'expérience ne va pas forcément être très concluante.
à l'inverse en fait des autres. Mais cette théorie-là, elle permet aussi de pouvoir être un peu plus affinée avec des motivations qui vont être positives aussi, qui vont être présentes chez ces entrepreneurs. Là, je rejoins effectivement les travaux de Christelle Tessier-d'Argent et Deschamps sur l'entrepreneur contraint, notamment, qui permet voilà, de montrer des nuances dans cette théorie. Et puis ensuite, les travaux de Gartner pour affiner la lecture aussi. C'est d'une part, voilà, les motivations de l'entrepreneur est vraiment importante pour son application dans la création de l'entreprise. Tous sont indépendants, c'est aussi quelque chose qui a été abordé, c'est-à-dire indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous tutelle ni sous curatelle, hein, ils détiennent l'entreprise, c'est aussi des choses qui sont questionnées. Donc l'importance des ressources essentielles pour pouvoir gérer l'activité et réussir à la développer. Et puis les rôles clés dans l'entreprise, notamment l'importance de la personne ressource principale, notamment le rôle des parents. Je pourrais poursuivre encore sur d'autres perspectives, que ce soit en matière de scolarité, vous l'avez compris, que ce soit également en termes de pourquoi aux États-Unis et pas en France. Voilà, on pourra aborder aussi d'autres questions comme ça, mais je vais m'arrêter là et je laisse les questions. Merci.